En 1914, l'Europe sombra dans le chaos. Des millions de soldats marchèrent vers le front, ignorant qu'ils étaient sur le point de faire face à l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire. Parmi eux, un jeune caporal nommé Adolf Hitler parcourut les tranchées du front occidental en tant que messager de l'armée allemande. Pendant ce temps, dans les cieux, Hermann Göring devint un pilote redouté de la Luftstreitkräfte, affrontant dans des combats aériens féroces qui lui valurent la reconnaissance en tant qu'as de l'aviation allemande. Rudolf Hess, avec un fervent nationalisme inébranlable, servit d'abord dans l'infanterie, puis fut transféré dans l'aviation. Cependant, tous les futurs leaders national-socialistes ne vécurent pas la guerre sur le champ de bataille. Heinrich Himmler, malgré son désir de combattre, n'atteignit que le grade de caporal et ne participa jamais au combat. Joseph Goebbels, avec une malformation au pied, ne put jamais s'enrôler et passa la guerre dans l'ombre, accumulant frustration et ambition. Adolf Hitler, la forge d'un soldat dans les tranchées. Le 1er août 1914, la vie d'Adolf Hitler prit un tournant décisif lorsqu'une foule se rassembla au centre de Munich pour entendre, avec étonnement, la déclaration officielle. L'Allemagne était en guerre. Le conflit éclata contre la Grande-Bretagne, la France, la Russie, la Belgique et la Serbie, tandis que le pays faisait partie d'une coalition avec l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Sur la place Odéon, les acclamations et l'euphorie enveloppèrent les citoyens munichois. Au milieu de cette scène, un reporter captura dans une photographie un jeune homme jusqu'alors anonyme, le visage illuminé par une expression de joie débordante. C'était Adolf Hitler. Des années plus tard, dans Mein Kampf, il se souvint de ce moment avec des mots exaltés. Pris par l'enthousiasme écrasant, je tombai à genoux et, du fond de mon âme, je rendis grâce au ciel. À peine 2 jours après, le 3 août 1914, Hitler rédigea une lettre adressée au roi Louis III de Bavière, lui suppliant d'intercéder en sa faveur pour lui permettre de s'enrôler dans l'armée allemande. Sa situation était compliquée. En tant qu'Autrichien, il ne possédait pas la nationalité allemande et, de plus, il refusait catégoriquement de servir dans les rangs de l'armée de l'Empire austro-hongrois qu'il méprisait profondément. Cependant, étant donné que l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie étaient alliés dans le conflit, sa demande fut rapidement acceptée. Le jour suivant, le 4 août, Hitler reçut dans sa modeste chambre une lettre officielle. Les mains tremblantes d'émotion, il l'ouvrit et y trouva la nouvelle tant attendue. Il était autorisé à rejoindre l'armée bavaroise sous le statut de volontaire autrichien. Au cours des 2 mois et demi suivants, entre août et septembre 1914, Hitler suivit un entraînement militaire, ayant été affecté à la première compagnie d'infanterie du 16e régiment de réserve bavarois, connu sous le nom populaire de régiment List. Ainsi, le jeune inconnu qui avait célébré avec ferveur le déclenchement de la guerre commençait son parcours dans le conflit qui marquerait le reste de son existence. Le 29 octobre 1914, Adolf Hitler vécut son baptême du feu lors de la bataille de Flandre, affrontant pour la première fois la brutalité du combat sur le front occidental en Belgique. Ce jour-là, les troupes du régiment List, avançant difficilement sur un terrain détrempé et recouvert d'un épais brouillard, furent surprises par un intense bombardement d'artillerie. L'ordre initial était de se jeter au sol, mais la situation les força bientôt à une attaque désespérée contre les lignes britanniques. Sous une pluie de tirs de fusils précis, Hitler et ses camarades furent contraints de se battre corps à corps sur un champ de navets dans un combat brutal de proximité, qui les amena même à lancer des attaques directes contre les tranchées ennemies. Au cours des 3 jours suivants, les affrontements se intensifièrent près d'Ypres, et au 1er novembre, le régiment List était décimé. Sur les 3500 hommes initialement présents, seuls 700 restaient en vie. Hitler fut l'un des survivants de ce massacre, et sa performance durant la bataille lui valut une promotion au grade de caporal. À partir de 1915, avec le grade de caporal, Hitler fut affecté comme messager entre l'état-major du régiment List et les tranchées de première ligne du front occidental. Sa mission était extrêmement dangereuse, car elle impliquait de traverser constamment la zone neutre, une zone exposée aux tirs ennemis, se déplaçant fréquemment à vélo sous le sifflement des balles perdues et le grondement de l'artillerie. À une occasion,
Il réagit rapidement et réussit à sauver la vie d'un officier en le jetant au sol au moment où une rafale de mitrailleuses françaises s'abattait sur leur position. Pour son dévouement, sa discipline et son courage au combat, Hitler fut décoré de la Croix de fer de 2e classe, une distinction peu courante pour un soldat de son rang. Bien que ses supérieurs envisagèrent de le promouvoir sergent, cette promotion fut abandonnée pour 2 raisons. Il manquait d'autorité auprès de ses camarades et il rejeta lui-même l'offre. Tout au long de son service dans l'armée allemande, il accumula diverses distinctions, notamment la Croix du mérite militaire de 3e classe avec épée, la ceinture noire, la médaille du service militaire de 3e classe et le diplôme du régiment List, ce qui fit de lui l'un des caporaux les plus décorés de son unité. L'épisode le plus marquant d'Adolf Hitler pendant la Première Guerre mondiale eut lieu en 1916, lors de la bataille de la Somme, près du village de Montdidier. Alors qu'il effectuait une mission en solo en tant que messager sur le front, il rencontra de manière inattendue un groupe de soldats français appartenant à une unité d'artillerie. Se rendant compte qu'ils étaient pris au dépourvu, il les pointa avec son fusil et les força à se rendre, réussissant à les capturer sans résistance. Il escorta ensuite les prisonniers jusqu'aux lignes allemandes où ils furent remis aux autorités militaires. Cet événement, qui renforça sa confiance et son sentiment d'invulnérabilité, fut l'un des moments où il se distingua le plus en combat. Cependant, sa chance apparente ne dura pas longtemps. Le 5 octobre 1916, lors d'un affrontement à Le Barquet, il fut atteint par des éclats d'obus dans la cuisse gauche, ce qui nécessita son évacuation immédiate du front occidental. Il fut transféré à l'hôpital de Belitz, situé en périphérie de Berlin, où il resta 5 mois hospitalisé jusqu'à sa guérison totale en mars 1917. Après avoir reçu son congé, Hitler retourna sur le front occidental au printemps de 1917, participant aux combats de la bataille d'Arras et de la bataille de Chemin des Dames. Par la suite, durant l'été de la même année, il se distingua lors de la bataille d'Artois, où il prit part à la défense des tranchées du régiment List contre une offensive de l'armée britannique. Tout au long de ces affrontements, il continua de consolider sa réputation en tant que soldat engagé pour la cause allemande dans le conflit. D'un point de vue psychologique, l'attitude d'Adolf Hitler en tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale était totalement atypique. Dans un conflit aussi brutal que celui du front occidental, il était habituel pour les combattants d'écrire des lettres chargées de nostalgie à leur famille, de réfléchir avec incertitude sur leur avenir, si tant est qu'ils survivaient, et au-delà de leur sens du devoir, de se lamenter sur les conditions insupportables des tranchées, froid extrême, faim constante, saleté insupportable et la possibilité imminente de mourir à tout moment. Pour Hitler, cependant, la guerre ne fut pas un tourment, bien au contraire. Elle représenta la période la plus heureuse de sa vie. Il trouva dans la guerre un but, une cause plus grande à laquelle se consacrer, sentant qu'il faisait enfin partie d'un projet national auquel il pouvait s'identifier pleinement. L'armée devint sa seule maison et la seule famille qu'il connaissait, car en dehors d'elle, il n'y avait qu'une existence misérable, marquée par l'échec en tant que peintre et l'incertitude de la pauvreté. À tel point qu'il était attaché à la vie militaire qu'à la différence de ses camarades, il refusa toutes ses permissions de repos car il n'avait nulle part où aller. Bien qu'il entretint une relation distante avec le reste des soldats, qu'il accusait parfois de défaitisme et critiquait pour fréquenter des bordels, lui s'en tenant à l'écart, avec le temps, certains de ses camarades finirent par l'apprécier et même le respecter, car il se portait toujours volontaire pour les missions les plus dangereuses. Sa plus grande crainte n'était pas de mourir au combat, mais que l'Allemagne soit vaincue et qu'il soit contraint de retourner à une vie de privation et d'anonymat. Contrairement à beaucoup de ses camarades, il n'avait ni famille ni avenir auquel se raccrocher à l'arrière. Pour Hitler, la Grande Guerre n'offrait que 2 chemins, la victoire ou la mort, et les tranchées du front occidental étaient le seul endroit où il se sentait véritablement chez lui. L'offensive de printemps lancée par l'Allemagne en 1918 fut l'une des campagnes qui éveilla le plus d'enthousiasme en Adolf Hitler. Après avoir combattu d'abord dans le secteur entre Montdidier et Noyon, puis dans la région entre Soissons et Reims, les forces allemandes avancèrent jusqu'à se retrouver à seulement 60 km de Paris. À ce moment-là, les Alliés se regroupèrent, fortifièrent leur position et déclenchèrent la seconde bataille de la Marne. Ce fut lors de cet affrontement qu'Hitler se distingua à nouveau,
risquant sa vie en traversant un champ balayé par le feu des mitrailleuses pour remettre un message urgent à l'état-major du régiment List. Contre toute attente, il réussit à accomplir sa mission sans être blessé. Sa bravoure ne passa pas inaperçue et en reconnaissance de cet acte, Hugo Gutmann, un officier d'origine juive, proposa son nom pour recevoir une distinction. Finalement, il se vit attribuer la Croix de fer de première classe, une décoration peu courante pour les soldats de bas grade. Quelques mois plus tard, pendant l'offensive des 100 jours, qui marqua la dernière grande offensive alliée sur le front occidental, Hitler vécut l'un des moments les plus traumatisants de son service durant la guerre. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1918, il se trouvait abrité dans une tranchée sur la colline de Wervik, près d'Ypres, lorsque l'armée britannique lança une attaque au gaz toxique. La substance toxique se dispersa rapidement dans l'air et les soldats allemands commencèrent à s'effondrer, subissant de violentes convulsions, toussant de manière incontrôlable et, dans de nombreux cas, s'asphyxiant jusqu'à la mort. Bien qu'Hitler ait résisté pendant plusieurs heures sans symptômes graves, vers 7 heures du matin, son corps commença à succomber aux effets du gaz. Soudainement, il perdit totalement la vue, sombrant dans la panique et croyant que sa mort était imminente. Cependant, au dernier moment, certains de ses camarades réussirent à l'évacuer avant que les troupes britanniques, protégées par des masques à gaz et des baïonnettes, ne fassent irruption dans la tranchée. Il fut transporté loin du front et envoyé en Allemagne, où il fut interné à l'hôpital de Pasewalk en Poméranie. Le séjour d'Adolf Hitler à l'hôpital de Pasewalk fut une expérience terrifiante. Durant les dernières semaines de la Première Guerre mondiale, il resta complètement aveugle, prisonnier d'une obscurité totale qui le conduisit à croire qu'il ne recouvrerait jamais la vue. Ce n'est que passé quelques jours qu'il commença à percevoir des éclats de lumière et des silhouettes floues, jusqu'à ce que, peu à peu, sa vision s'améliore. Au bout d'un certain temps, il put distinguer des objets avec clarté, et finalement se rétablit complètement. Cependant, juste au moment où il était sur le point de recevoir son congé, le 11 novembre 1918, un groupe de jeunes agitateurs brandissant des drapeaux rouges fit irruption dans la salle de l'hôpital pour annoncer une série de nouvelles dévastatrices. La révolution allemande avait éclaté, l'empereur Guillaume II avait abdiqué et l'Allemagne s'était rendue, signant l'armistice de Compiègne. Tandis que certains des présents applaudissaient de joie, d'autres sombrèrent dans l'incompréhension et le désespoir. Hitler, incapable de contenir sa rage, se laissa tomber sur son lit, se coucha la tête sous l'oreiller et éclata en sanglots incontrôlables, jurant qu'un jour il se vengerait de cette humiliation. Avec la guerre officiellement terminée à l'automne de 1918, Hitler réussit à rester dans les forces armées, étant sélectionné comme l'un des 100 000 soldats qui formeraient la nouvelle armée républicaine allemande, Reichswehr, établie par la République de Weimar nouvellement créée après la démobilisation massive imposée par les Alliés. Grâce à son excellent parcours militaire, il conserva son grade de caporal et fut affecté à la caserne d'Oberwiesenfeld, intégrant le bataillon du régiment de réserve bavarois. Au début de 1919, il se vit attribuer une nouvelle fonction. Entre février et mars, il travailla comme gardien dans le camp de prisonniers de Tronstein, où il surveillait les soldats capturés de l'armée française et de l'armée russe. Peu de temps après, les détenus furent rapatriés dans leurs pays respectifs, mettant fin à cette étape de sa vie militaire. Heinrich Himmler, l'officier qui n'a jamais combattu dans la Grande Guerre. Lorsque l'on parle des dirigeants les plus redoutés du Troisième Reich, Heinrich Himmler, le chef impitoyable des SS, occupe souvent une place importante après Adolf Hitler. Cependant, sa participation à la Première Guerre mondiale est fréquemment ignorée, car il n'a jamais combattu sur le front. Malgré cela, son temps passé dans l'armée impériale puis dans la Reichswehr de la République de Weimar a façonné son caractère et a eu une grande influence sur ce qui deviendrait plus tard son rôle au sein du régime nazi. Loin d'éviter le service militaire, Himmler fit partie de l'armée régulière et de réserve pendant 1 an et demi, puis passa près de 3 ans dans des unités paramilitaires pendant la période révolutionnaire du début des années 1920. Il participa même à des affrontements, comme le putsch de Munich en 1923, aux côtés d'autres membres du mouvement national-socialiste. Bien que le rêve de Hitler dans sa jeunesse fût de devenir artiste, la plus grande aspiration de Himmler était de devenir officier de l'armée. Aucun des deux n'atteignit ses objectifs.
et leurs échecs marquèrent profondément le chemin qu'il suivrait dans les années à venir. Né à Munich en 1900, Heinrich Himmler grandit dans une famille de classe moyenne. Son père, Joseph Himmler, un homme aux valeurs conservatrices fermes, avait réussi à s'élever socialement pour devenir professeur et tuteur de la famille royale de Bavière. C'est précisément un membre de la royauté, le prince Heinrich de Bavière, qui devint son parrain et s'intéressa à son développement. D'autre part, sa mère, Anna Maria Himmler, lui inculqua une profonde dévotion pour la religion catholique, influence qui marqua ses premières années de vie. Cependant, physiquement, Himmler ne se distinguait pas. De constitution mince, avec des problèmes de vision qui l'obligeaient à porter des lunettes, il évitait les sports et préférait des activités plus intellectuelles. Malgré ses limitations, lorsque la Première Guerre mondiale éclata, son plus grand désir était de devenir officier de l'armée allemande. En 1915, à l'âge de 15 ans, il entra dans le corps des cadets de Landshut, cherchant à se préparer à la vie militaire. Lorsqu'il atteignit l'âge requis, il insista pour que son père utilise ses contacts à la cour bavaroise et l'aide à obtenir une place dans un bon régiment. Bien que Joseph Himmler tentât d'intervenir, les régiments bavarois les plus prestigieux, tels que le 1er et le 2e régiment d'infanterie, avaient des listes d'attente trop longues. La réaction de Himmler face à cette situation laissa entrevoir des aspects clés de sa personnalité. Plutôt que d'attendre son tour, il décida d'abandonner brusquement ses études lorsqu'il apprit que sa promotion serait appelée sous les drapeaux. Il craignait que, s'il était recruté comme simple soldat, ses chances de devenir officier disparaissent. Curieusement, au lieu d'accepter le recrutement immédiat, il choisit de s'inscrire dans un service auxiliaire patriote, travaillant dans un bureau d'assistance sociale pendant quelques semaines. Peu après, il apprit que son groupe d'âge ne serait finalement pas appelé sous les drapeaux. Il décida donc de retourner à l'école pour terminer son éducation. Finalement, le 27 décembre 1917, à l'âge de 17 ans, il fut accepté comme aspirant officier avec le rang de Fahnenjunker dans le bataillon de réserve du 11e régiment d'infanterie bavaroise, basé près de Ratisbonne. L'adaptation de Himmler à l'armée ne fut pas facile. Venant d'un milieu familial protégé, il rencontra des difficultés avec la vie militaire. Dans ses premières semaines, il souffrit de nostalgie, se plaignit de la nourriture et d'autres inconforts, mais au fil du temps, il réussit à s'adapter. Après avoir terminé sa première période de formation de base, il s'attendait à être envoyé sur le front, où son frère aîné, Gebhard Himmler, combattait déjà pendant la Première Guerre mondiale en tant que lieutenant sur le front occidental. Cependant, au lieu d'être envoyé au combat, il fut affecté à un autre cours de formation à Freising, à seulement 40 km de chez lui à Landshut, ce qui lui permettait de rendre visite à sa famille certains week-ends. Une fois cette nouvelle phase de formation terminée, il attendit de nouveau son transfert sur le front, bien qu'il n'ait jamais vécu la guerre en première ligne. Dès sa jeunesse, Heinrich Himmler montra un grand enthousiasme pour la carrière militaire, déterminé à servir l'Allemagne en tant qu'officier de l'armée. Cependant, son expérience dans la Première Guerre mondiale fut bien loin de ce qu'il avait imaginé. Malgré son désir de combattre, les cours de formation des officiers ne furent pas écourtés, même dans les derniers mois du conflit, ce qui empêcha Himmler d'atteindre le front. En septembre 1918, il fut envoyé à Bamberg pour recevoir une formation sur les mitrailleuses lourdes. Après avoir terminé le cours, il bénéficia d'une brève permission et retourna à Ratisbonne, où il fut affecté au dépôt du régiment, aidant à la formation de nouveaux recrues. Plus tard, il fut sélectionné pour une unité qui devait être envoyée en urgence sur le front, mais en novembre 1918, avec la situation politique en Allemagne en crise et la guerre arrivant à son terme, le déploiement fut annulé, supprimant ainsi sa dernière opportunité de combattre. Quelques jours plus tard, la révolution allemande éclata en Bavière, ce qui conduisit à l'abdication du roi bavarois le 7 novembre, suivi de celle de l'empereur Guillaume II le 9 novembre. Le 11 novembre, le chancelier Friedrich Ebert signa l'armistice de Compiègne, mettant fin à la guerre. Pour Himmler, il y eut au moins un réconfort au milieu de la défaite. Son frère aîné, Gebhard, rentra du front avec le grade de lieutenant et décoré de la Croix de Fer pour sa bravoure au combat. Après la guerre, Himmler continua dans le bataillon de réserve du 11e régiment d'infanterie à Ratisbonne, espérant que la nouvelle République lui trouverait un poste d'officier.
Cependant, au lieu de recevoir une nouvelle affectation, il se vit confier la démobilisation du régiment, car le traité de Versailles limitait la nouvelle armée allemande à 100 000 hommes et lui conférait une fonction purement défensive. Le 18 décembre 1918, à l'âge de 18 ans, Himmler fut officiellement réformé de l'armée, mettant ainsi fin à son rêve de devenir officier. La frustration éprouvée lors de cette expérience marqua profondément son caractère, et au cours des années suivantes, il s'inclina vers la politique nationaliste et d'extrême droite, cherchant un nouveau chemin pour atteindre le pouvoir. En avril 1919, en pleine crise politique et économique de l'après-guerre, Himmler rejoignit les Freikorps, des groupes paramilitaires de vétérans qui s'opposaient au nouveau gouvernement républicain. Son unité, le Freikorps Oberland, était dirigée par Rudolf von Sebottendorf, un nationaliste influent et fondateur de la Société Thulé, une organisation ésotérique et ultranationaliste qui influencerait l'idéologie des futurs SS. Le Freikorps Oberland joua un rôle clé dans la répression sanglante de la République soviétique de Munich, mais Himmler ne participa pas au combat. Cependant, voyant dans ces organisations une opportunité pour son développement personnel, il continua à s'impliquer dans les cercles paramilitaires et ultranationalistes. Lors de la tentative avortée de Hitler de prendre le pouvoir, Himmler, vêtu d'un uniforme militaire et armé d'un fusil, agissait comme porte-étendard de l'unité Reichskriegsflagge, portant l'ancienne bannière de combat impériale allemande. Cependant, il ne participa pas à la marche principale dirigée par Hitler et Hermann Göring, mais se trouvait autour du siège de l'armée à Munich, attendant que les soldats rejoignent le coup d'État. Lorsque les troupes gouvernementales réagirent par le feu, des affrontements éclatèrent et 2 membres de son unité furent tués. Finalement, après des négociations, le groupe se dispersa sans subir d'arrestation. Himmler ne fut interrogé que par la police et libéré sans inculpation, ce qui lui permit de continuer son ascension au sein du parti nazi. Rudolf Hess, son passage pendant la Première Guerre mondiale. Rudolf Hess est né le 26 avril 1894 à Alexandrie, en Égypte, dans une famille allemande aisée. Son père était un homme d'affaires prospère et s'attendait à ce que son fils hérite de l'entreprise familiale. Cependant, lorsque la Première Guerre mondiale éclata, Hess prit une direction différente et décida de s'engager dans l'armée impériale allemande. Il intégra le 7e régiment d'artillerie de campagne bavarois et fut déployé sur le front occidental, où il eut son baptême du feu lors de la première bataille d'Ypres en novembre 1914. Par la suite, il demanda à être transféré à l'infanterie et rejoignit le 1er régiment d'infanterie bavarois, où il fut promu au grade de caporal entre la fin de 1914 et le début de 1915. Pendant cette période, il reçut la Croix de fer de seconde classe pour sa performance au combat. Plus tard, il retourna en Allemagne pour suivre une formation complémentaire et, après l'avoir complétée, fut promu sous-officier supérieur. En reconnaissance de ses progrès, il reçut également la Croix du mérite militaire de Bavière. Après avoir terminé sa formation, Hess retourna sur le front occidental et participa à la bataille de Verdun en mai 1916. Au cours des combats intenses, il fut blessé par des éclats d'obus dans son bras gauche, ce qui l'obligea à passer 1 mois à l'hôpital avant de réintégrer son unité en décembre 1916. En 1917, il fut affecté à la 10e compagnie du 18e régiment d'infanterie de réserve de Bavière, cette fois-ci sur le front oriental, où il participa à des opérations en Roumanie. Sur ce théâtre de guerre, il fut blessé 2 fois de plus, une première fois par une autre blessure mineure au bras gauche et une autre, beaucoup plus grave, lorsqu'il reçut une balle dans la partie supérieure du torse, la balle manquant de peu de traverser sa colonne vertébrale. Cette dernière blessure le mit hors de combat pendant une période prolongée et nécessita son hospitalisation. Pendant sa convalescence, il fut promu lieutenant dans la réserve et proposé pour recevoir la Croix de fer de première classe, bien que la décoration lui fût finalement refusée. Alors qu'il était à l'hôpital, Hess demanda à rejoindre la force aérienne allemande. Sa demande fut acceptée et, en mars 1918, il commença sa formation de pilote en Allemagne, qu'il compléta en juin de cette même année. Il fut ensuite envoyé en France en octobre 1918 pour suivre une formation avancée en tant que pilote de chasse. Cependant, son rêve de voler en combat ne se réalisa jamais, car en novembre 1918,
À peine un mois après avoir terminé sa formation, l'Allemagne signa l'armistice de Compiègne, mettant fin à la Première Guerre mondiale avant qu'il n'ait pu être déployé au combat. Bien que sa participation à la Première Guerre mondiale ne fût pas particulièrement remarquable, elle eut une influence cruciale sur son rôle durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant sa formation de pilote, il acquit des compétences en aviation qui seraient fondamentales en 1941, lorsqu'il entreprit son fameux vol secret vers l'Écosse dans le but de négocier un accord de paix avec le Royaume-Uni. Cet événement inattendu secoua la direction nazie, suscitant la paranoïa de Hitler, qui commença à se méfier davantage de ses proches collaborateurs. La chute de Hesse ouvrit également la voie à Martin Bormann, un autre nazi ambitieux, pour monter dans la hiérarchie du Troisième Reich. De plus, cela sema l'incertitude au sein de la direction du parti, contribuant ainsi à la fragmentation croissante et à l'effondrement éventuel du régime nazi dans les années suivantes. Joachim von Ribbentrop, ambition, diplomatie et son rôle dans la Grande Guerre. Dès son jeune âge, Joachim von Ribbentrop manifesta une personnalité agitée et ambitieuse, se distinguant de la tradition militaire de sa famille, ce qui provoqua le mécontentement de son père. Au lieu de suivre la carrière militaire, il décida d'explorer de nouvelles opportunités à l'étranger. Il s'installa d'abord en Angleterre, puis en France, où il perfectionna sa maîtrise de l'anglais et du français. Parallèlement à ses études en économie et en commerce international, en 1910, à seulement 17 ans, il entreprit un voyage aux États-Unis, où il tenta de se lancer dans le journalisme et le secteur financier à New York. Bien que ses projets n'aient pas prospéré, il ne se laissa pas décourager et se rendit au Canada, s'installant à Montréal. Là, il fonda une entreprise d'importation de champagne français, qu'il réussit à commercialiser auprès de la communauté francophone du Québec. Son entreprise prospéra rapidement, lui permettant d'élargir son commerce en vin à Ottawa, en plus de collaborer avec la banque Molson's et d'investir dans le chemin de fer national transcontinental, ce qui lui apporta d'importants bénéfices économiques. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 força Ribbentrop à quitter le Canada en raison d'une détérioration des relations entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Il décida de se rendre aux États-Unis, où il s'installa brièvement au New Jersey avant de repartir pour son pays d'origine. Lors de la traversée, son navire fut intercepté dans l'Atlantique par des destroyers britanniques qui arrêtèrent les citoyens allemands à bord. Toutefois, Ribbentrop réussit à éviter sa capture en se cachant dans un compartiment à charbon, ce qui lui permit de rejoindre l'Allemagne sans incident. Une fois dans son pays, il s'engagea dans le 12e régiment de hussards, avec lequel il combattit sur le front oriental contre l'armée russe, puis sur le front occidental contre les forces françaises. Ses performances lui valurent la Croix de fer de première et de seconde classe. En 1916, ses connaissances linguistiques et son expérience à l'étranger attirèrent l'attention du ministère des Affaires étrangères, qu'il envoya à Washington dans le cadre d'une mission diplomatique dirigée par Franz von Papen. L'objectif était d'influencer la politique américaine pour maintenir les États-Unis aussi longtemps que possible dans la neutralité. Cependant, l'entrée en guerre de cette nation en 1917 marqua l'échec de sa mission, le contraignant à retourner en Europe. Malgré cet échec, en 1918, il fut à nouveau sollicité par le ministère des Affaires étrangères et envoyé en Turquie pour coordonner les opérations au sein de l'état-major des empires centraux, en coopération avec l'armée ottomane sur le front du Moyen-Orient. Lorsque la Première Guerre mondiale se termina en 1918, Ribbentrop était le diplomate le plus jeune de la délégation allemande qui assista aux négociations de paix à Paris en 1919, où il fut témoin de la signature du traité de Versailles, un événement qui représenta une humiliation nationale pour l'Allemagne. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes, il n'adopta pas une posture revanchiste ni n'éprouva de rancune envers les vainqueurs. Plutôt que de nourrir des sentiments de vengeance, il se tourna vers un socialisme modéré, admirant la stabilité et la puissance de l'Empire britannique. Il entretint également des relations avec des banquiers, des industriels et des personnalités influentes de la communauté juive, se distanciant du ressentiment qui prédominait parmi sa génération. L'expérience de la guerre et ses échecs diplomatiques façonnèrent sa vision du monde, jetant les bases de son futur rôle dans la politique allemande. Hermann Göring, l'aigle de fer dans les cieux de la Grande Guerre, excentrique à l'extrême et doté d'une ambition démesurée,
Hermann Göring atteignit la gloire en tant que pilote pendant la Première Guerre mondiale, devenant ainsi un as de l'aviation reconnu. Cependant, son héritage ne s'arrêta pas là. Des décennies plus tard, il deviendrait le chef suprême de la Luftwaffe, la redoutée force aérienne du Troisième Reich. Son histoire, marquée par une ascension fulgurante et une chute vertigineuse, le mena des cieux de l'Europe à une cellule à Nuremberg, où, jusqu'à son dernier moment, il défia ses ennemis avec arrogance et cynisme. Hermann Wilhelm Göring naquit le 12 janvier 1893 à Marienbad, une localité proche de Rosenheim, qui faisait alors partie de l'Empire allemand. Il était le quatrième de 5 enfants, dont Karl, Olga, Paula et Albert. Son père, Heinrich Ernst Göring, avait été commissaire en Afrique orientale allemande, en Namibie et, par la suite, consul en Haïti, raison pour laquelle il ne fut pas présent lors de la naissance de son fils. Sa mère, Franziska Tiefenbrunn, quitta temporairement les Caraïbes pour accoucher en Allemagne, avant de repartir rapidement pour l'Amérique centrale, confiant le soin de son bébé à une amie. C'est ainsi que débuta la vie de Hermann Göring, un homme qui deviendrait, avec le temps, l'une des figures les plus influentes et controversées du XXe siècle. Lorsque Hermann Göring eut 3 ans, il retrouva enfin sa famille, qu'il connaissait à peine. Ils s'établirent dans le château de Weldenstein, une forteresse qui leur fut cédée par Hermann von Eppenstein, un médecin allemand d'origine juive qui s'était converti au christianisme. Touché par les difficultés économiques de la famille Göring, après le retour de Heinrich Ernst Göring d'Haïti, von Eppenstein décida de leur apporter son aide. Durant leur séjour, Franziska Tiefenbrunn, la mère de Hermann, entama une relation avec von Eppenstein, devenant sa maîtresse avec l'accord de la famille, créant ainsi un environnement peu conventionnel pour l'éducation des enfants. Malgré ces circonstances, Hermann Göring eut une enfance heureuse. Il passait du temps avec son père, appréciant de nombreuses activités, jouer avec des soldats de plomb, lire des récits sur l'ordre teutonique et même inventer un arbre généalogique fictif dans lequel il prétendait descendre de personnages historiques tels que Charlemagne, Frédéric le Grand et Sainte Élisabeth de Thuringe. Cependant, sa plus grande passion était l'aventure. Explorer les Alpes devint son activité favorite, allant même jusqu'à visiter le Mont Blanc, le sommet le plus élevé d'Europe. Lors de l'une de ses expéditions, influencé par la mode de l'époque, il portait l'uniforme des Boers, rendant hommage aux combattants de la guerre des Boers en Afrique du Sud. Ces voyages nourrissaient son esprit audacieux et sa fascination pour la grandeur militaire, des éléments qui marqueraient son caractère dans les années à venir. Étant donné que l'environnement dans lequel Hermann Göring grandissait n'était pas des plus appropriés, son père, Heinrich Göring, décida de l'envoyer à 12 ans à l'école des cadets de Karlsruhe, dans l'idée de l'orienter vers une vie militaire. Il y passa toute son adolescence avant qu'une fois majeur, il ne soit admis à l'académie militaire de Gross-Lichterfeld à Berlin, où il obtint son diplôme avec le grade de sous-lieutenant. À l'issue de sa formation en 1912, il fut affecté au 112e régiment d'infanterie, stationné à Mühlhausen, en Alsace. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, Göring se trouvait au quartier général de Mühlhausen, à proximité de la frontière française. Au début du conflit, sa tâche consistait à surveiller la frontière, mais il tomba bientôt malade de rhumatisme, ce qui l'obligea à être hospitalisé. Pendant sa convalescence, il reçut la visite de son ami Bruno Loerzer, qui s'entraînait en tant que pilote et l'encouragea à rejoindre la Luftstreitkräfte, la toute nouvelle force aérienne allemande. Dès sa guérison, Göring n'hésita pas à postuler comme aviateur. Son premier vol de combat eut lieu le 3 octobre 1915, marquant le début d'une carrière fulgurante dans les cieux de l'Europe. Très vite, il accumule les victoires, abattant plusieurs avions ennemis et recevant la Croix de fer, tout en servant dans le 27e escadron de chasse. Lors d'un affrontement avec un bombardier britannique, il fut blessé à la tête, bien qu'il réussisse à poser son avion en toute sécurité avant d'être transféré à l'hôpital, où il resta pendant plusieurs mois jusqu'à sa récupération. De retour sur le front occidental, il fut nommé commandant du 27e escadron de chasse, devenant ainsi une figure reconnue en Allemagne. Sa maîtrise du combat aérien lui valut la prestigieuse décoration du « Pour le mérite », remise en personne par l'empereur Guillaume II,
ce qui accroît encore sa renommée. Son visage apparut dans des journaux, magazines et librairies, le consolidant comme un véritable héros national. Après la mort de Manfred von Richthofen, le légendaire Baron Rouge, en 1918, Göring prit le commandement de son ancienne unité, le premier escadron de chasse Jasta 11, poursuivant sa série de victoires et atteignant un total de 22 avions ennemis abattus. Lorsque la guerre prit fin avec la signature de l'armistice de Compiègne, Göring décida de ne pas se rendre immédiatement, mais d'exécuter un acte symbolique. Il endommagea délibérément le train d'atterrissage de son avion, puis se dirigea vers un aérodrome du Royal Flying Corps britannique, où il remit son appareil en affirmant que la panne avait été accidentelle. Avec cette manœuvre, il chercha à préserver son honneur de pilote jusqu'au dernier moment du conflit. Lorsque la Première Guerre mondiale se termina en 1918, Hermann Göring fut démobilisé, contraint de s'adapter à la vie civile, ce qui fut un véritable choc psychologique. La défaite de l'Allemagne, couplée à sa situation économique précaire, le plongea dans l'incertitude. Sans source de revenus stable et sans perspective claire, il traversa des moments difficiles. Heureusement, il reçut le soutien d'un ancien officier britannique qui, ayant été prisonnier de guerre en Allemagne, avait noué une amitié avec lui pendant sa captivité. Grâce à ce camarade de guerre qui lui prêta de l'argent, Göring parvint à se stabiliser et peu à peu sa situation commença à s'améliorer. Il trouva rapidement un emploi dans le secteur de l'aviation civile, se consacrant à des vols privés et des spectacles acrobatiques avec les avions modernes de l'époque. Son talent dans les airs lui permit de rester dans le domaine aéronautique et en 1919, il commença à travailler pour la compagnie aérienne civile suédoise Svensk Lufttrafik, opérant des vols sur la route reliant le Danemark à l'Estonie. Bien que son salaire ne fût pas fixe, ses revenus lui permirent de mener une vie relativement confortable, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière de pilote. Rommel, la naissance d'une légende. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata le 1er août 1914, Erwin Rommel reçut la médaille d'argent pour service prolongé dans la Wehrmacht classe 4. Un jour plus tard, son régiment fut envoyé sur le front et il le rejoignit peu après avoir réglé ses affaires à Weingarten. À ce moment-là, Rommel portait le grade de lieutenant et fut affecté à un bataillon alpin qui opérait en France, en Roumanie et en Italie. Pendant plus de 2 ans, il resta sur le front occidental, où l'espoir d'une victoire rapide se dissipa au milieu de l'horreur de la guerre de tranchées. À 23 ans, Rommel participa à son premier affrontement. Dès le début de sa carrière militaire, il montra un caractère audacieux, menant des attaques avec détermination contre les tranchées ennemies. En septembre 1914, lors d'un combat au corps à corps avec 3 soldats français, il épuisait ses munitions et se battait à la baïonnette jusqu'à ce qu'il soit blessé à la jambe. En reconnaissance de son courage, le 30 septembre de la même année, il reçut la Croix de fer, classe 2, devenant ainsi le premier lieutenant de son unité à obtenir cette décoration. Le général de brigade Desmond Young décrivit plus tard Rommel comme un stratège exceptionnel, caractérisé par son calme, sa ruse et un courage implacable. Selon lui, Rommel était une véritable machine de guerre, capable de prendre des décisions rapidement et sans relâche. Un camarade d'armes se souviendrait plus tard de lui avec une phrase qui reflétait son tempérament sur le champ de bataille. Il était l'essence même du conflit. Près de Varennes, Rommel souffrit d'une blessure à la cuisse lorsqu'un soldat d'infanterie français lui tira dessus lors d'un affrontement au corps à corps avec des baïonnettes. Il passa les 3 mois suivants dans différents hôpitaux pour se remettre de la blessure et en janvier 1915, retourna sur le front, cette fois dans la région des Ardennes. À son retour, il prit le commandement de la 9e compagnie du 124e régiment d'infanterie, un nouveau défi qu'il aborda avec la même détermination qui l'avait caractérisé jusque-là. Le 25 février 1915, Rommel fut distingué par la médaille d'or au mérite du Wurtemberg, et un mois plus tard, le 22 mars, il reçut la Croix de fer classe Prince, l'une des décorations les plus prestigieuses pour sa bravoure au combat. Sa personnalité combinait une discipline ferme avec un charisme imposant le respect tant chez ses subordonnés que chez ses supérieurs. Selon les témoignages de ceux qui ont servi à ses côtés, Rommel était un chef exigeant sur le champ de bataille, mais affable et proche en dehors des heures de service.
Ses performances continuèrent à se distinguer. Et le 8 avril 1915, il fut décoré de l'Ordre du Mérite militaire de Wurtemberg, croix de chevalier, en reconnaissance de son courage et de ses compétences stratégiques. Le 18 septembre 1915, il fut promu Oberleutnant et prit officiellement le commandement de sa compagnie. Plus tard, en septembre de la même année, il fut envoyé dans une unité de montagne pour suivre un entraînement rigoureux. À la fin de l'année 1916, Rommel fut déployé sur le front oriental, spécifiquement dans la région des Carpates, en Transylvanie, où il affronta les forces roumaines. Au cours de ces mois de combat à l'automne 1916, l'une de ses plus grandes forces émergea, la capacité à utiliser la ruse tactique pour remporter la victoire. Même lors de ses premières années en tant qu'officier, il montra une maîtrise exceptionnelle pour manœuvrer ses troupes sur le champ de bataille, dissimuler des renforts, flanquer l'ennemi avec une précision chirurgicale et désarticuler ses lignes avec des attaques imprévues. Cette même ruse tactique, basée sur la rapidité et la surprise, serait la clé de ses futures victoires en Afrique du Nord entre 1941 et 1942, où Rommel démontra que l'improvisation calculée pouvait surmonter toute supériorité numérique. Entre 1915 et 1916, ses exploits lui valurent de nouvelles distinctions, dont la Croix de Bavière au mérite militaire, classe 2, et la Croix au mérite militaire autrichien, classe 3. Dès ses premières campagnes, son intuition militaire et son audace en faisaient un commandant capable de changer le cours d'une bataille par des décisions inattendues, mais stratégiquement parfaites. Après une brève période d'instruction dans les Alpes autrichiennes, en mai 1917, Rommel et ses troupes furent envoyés sur le front roumain. Là, avec moins de 200 soldats sous son commandement, il réussit à capturer 400 Roumains lors d'un assaut décisif mené en janvier de la même année. Son audace et son leadership ne passèrent pas inaperçus, et en reconnaissance, il reçut l'Ordre de Bavière au mérite militaire avec épée, classe 4, et l'Ordre Friedrich de Wurtemberg avec épée, classe 1. En mai 1917, il fut à nouveau transféré, cette fois sur le front occidental, dans la région de Ilsen Ridge, et en août de la même année. À la fin de l'année, il participa au combat du mont Kosna et à l'offensive de Caporetto. Les supérieurs de Rommel mirent en avant son approche implacable et son engagement absolu envers son devoir, décrivant son attitude comme un zèle sacré. Dans l'environnement montagneux, les unités des deux camps opéraient de manière fragmentée, ce qui offrait aux commandants sur le terrain une plus grande autonomie tactique. Rommel saisit cette opportunité pour démontrer sa bravoure et sa détermination. Il s'intégra au paysage hostile, utilisant la glace et les roches à son avantage pour mener des attaques surprises contre l'ennemi. Ce type de combats irréguliers et stratégiquement flexibles semblait taillé sur mesure pour son style de leadership. Le potentiel qu'il avait démontré dans sa jeunesse se confirma amplement sur le champ de bataille. Lors de l'offensive du 25 octobre 1917 sur le mont Matajur, qui dura 50 heures ininterrompues, Rommel conduisit ses hommes à travers les lignes ennemies sans être détecté. À ce moment-là, son unité avait grandi pour atteindre 6 compagnies, totalisant 600 soldats. Avançant secrètement, ils réussirent à prendre des positions d'artillerie italiennes et lancèrent une attaque dévastatrice contre la 4e brigade Bersaglieri, la brigade de Salerne et d'autres unités mineures, les forçant à se rendre. Ce coup de maître permit aux troupes des puissances centrales de sécuriser le contrôle du Monte Matajur, un point stratégique clé. Lors de cette bataille, Rommel réussit à capturer 9000 prisonniers, dont 150 officiers ainsi qu'environ 150 pièces d'artillerie. Pour cet exploit extraordinaire, il se vit attribuer la plus haute distinction militaire allemande, la Croix pour le mérite, traditionnellement décernée uniquement aux généraux. Rommel fut le premier jeune officier à la recevoir, une reconnaissance sans précédent. Le 10 décembre 1917, la récompense lui fut remise personnellement par l'empereur Guillaume II sur la recommandation du commandant en chef du 14e armée, Konrad Kraft. Rommel avançait sans relâche, ne se ménageant ni lui-même ni l'ennemi. Lors d'un combat au corps à corps, il poursuivit les soldats adverses en retraite, s'éloignant trop de ses propres lignes et finissant par être capturé. Cependant, sa chance ne l'abandonna pas. En peu de temps, il réussit à s'évader et à revenir auprès des forces allemandes.
À son retour, il fut décoré de l'insigne de blessure en argent, une distinction réservée exclusivement aux combattants ayant été blessés à plusieurs reprises sur le front. Malgré son jeune âge, Rommel avait déjà accumulé de nombreuses cicatrices de guerre. Peu après, il fut transféré au centre de redistribution des jeunes officiers, où il resta jusqu'à la fin du conflit. Bien que l'issue de la guerre marquât la fin de sa participation au front, sa carrière ne passa pas inaperçue. En reconnaissance de son service, le 1er décembre 1918, il reçut la Croix d'honneur de la guerre mondiale 1914-1918, une décoration symbolisant sa contribution durant les années de bataille. Gerd von Rundstedt, de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale. Karl Gerd von Rundstedt est né le 12 décembre 1875 à Aschersleben, une région appartenant au royaume de Prusse au sein de l'Empire allemand. Il venait de la noblesse Uradel, une ancienne lignée aristocratique dont les ancêtres remontaient au XIIe siècle et qui était même liée aux ancêtres du roi Frédéric le Grand. Son père, Gerd Arnold Konrad von Rundstedt, était un vétéran de la cavalerie ayant combattu pendant la guerre franco-prussienne, 1870-1871, tandis que sa mère, Adelaide Fischer, d'origine française, était une fervente protestante qui inculqua à son fils une éducation fondée sur la discipline et la foi. Suivant la tradition de sa famille, Gerd von Rundstedt s'orienta très tôt vers la vie militaire. Il entra à l'école des cadets de Dienz, située à Coblenza, puis fut transféré à l'académie de Lichterfeld à Berlin, où il compléta sa formation. En 1892, il rejoignit le 83e régiment d'infanterie stationné à Cassel, débutant ainsi sa carrière dans l'armée prussienne. Un an plus tard, en 1893, il reçut sa première promotion au rang de lieutenant après avoir terminé sa formation à l'école militaire de Hanovre. Durant cette période, il se distingua par son excellence académique, ses compétences en équitation et sa maîtrise des langues telles que l'anglais et le français. Grâce à ses performances, il fut accepté en 1903 à la prestigieuse Académie militaire de Berlin, où il continua à perfectionner ses compétences stratégiques et tactiques. Son remarquable progrès le mena à atteindre le grade de capitaine, consolidant ainsi sa position au sein de la structure militaire de l'Empire allemand. En dehors du domaine militaire, Gerd von Rundstedt était un homme profondément dédié à sa famille. Il épousa Louise von Goetz, qu'il appelait affectueusement Bila. Leur relation fut stable et heureuse, bien qu'ils n'eurent qu'un enfant, Hans von Rundstedt, qui, suivant la tradition familiale, opta lui aussi pour une carrière dans l'armée allemande. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en 1914, Rundstedt rejoignit la 22e division d'infanterie, qui traversa la frontière vers la Belgique. Cependant, son unité fut envoyée en réserve, ce qui l'empêcha de participer au premier combat du conflit. Sa première expérience de combat arriva plus tard, en décembre 1916, lorsqu'il fut déployé sur le front oriental, luttant contre l'armée russe dans les Carpates polonaises. En 1917, il opéra dans les territoires occupés de l'ouest de la Russie jusqu'à l'éclatement de la révolution bolchevique, marquant un tournant dans le développement du conflit. Par la suite, il fut affecté au front occidental en Alsace en 1918, où ses performances sur le terrain de bataille lui valurent d'importantes distinctions, dont la Croix de Fer et la prestigieuse pour le mérite. À la fin de la guerre en 1918, Rundstedt fut l'un des 100 000 militaires à réussir à rester dans l'armée de la République de Weimar, Reichswehr, une force sévèrement réduite en raison des restrictions imposées par le traité de Versailles, qui limitait le nombre d'officiers à 4 000. Malgré le mécontentement généralisé parmi les militaires concernant la situation de l'Allemagne après la guerre, Rundstedt évita de se lier aux secteurs les plus réactionnaires de l'armée. Cela se manifesta en 1920, lorsqu'il refusa de rejoindre le Putsch de Kapp, une tentative de coup d'État menée par Walter von Lüttwitz à Stuttgart pour renverser le gouvernement de Friedrich Ebert. Plutôt que de s'impliquer dans des conspirations politiques, il consacra les années suivantes à l'étude de la stratégie militaire, approfondissant les doctrines des grands commandants allemands tels que Helmuth von Moltke et Karl von Clausewitz. Grâce à ses mérites et à sa trajectoire, il fut promu général en 1926 et en 1928 prit le commandement de la 2e division de cavalerie à Breslau. Par la suite,
en 1932, il fut désigné commandant de la 3e division d'infanterie à Berlin, consolidant ainsi sa position au sein de l'armée allemande. Depuis l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir en 1933, Rundstedt n'a jamais éprouvé de sympathie pour le régime national-socialiste. Bien qu'il évita de s'impliquer dans les conflits politiques, il ne montra pas non plus d'intérêt à soutenir le Führer. Sa position devint claire en 1938, lorsqu'il refusa de participer à une conspiration organisée par le général Ludwig von Beck pour renverser Hitler. Convaincu que la situation en Allemagne se dirigeait vers une nouvelle guerre, il décida de se retirer du service actif, choisissant de se concentrer sur sa vie familiale. Cependant, sa retraite ne dura pas longtemps. Hitler, conscient de son prestige en tant que stratège militaire, ne tarda pas à s'intéresser à lui lorsqu'il commença à planifier secrètement la Seconde Guerre mondiale. Au milieu de l'année 1939, le Führer le convoqua et lui proposa un rôle clé dans l'invasion de la Pologne. Malgré ses réserves concernant le conflit, Rundstedt accepta la mission, convaincu que son devoir en tant que soldat passait avant toute considération personnelle. Ainsi, à l'âge de 63 ans, il retourna sur le champ de bataille, marquant le début de sa participation à la guerre la plus dévastatrice du XXe siècle. Erich von Manstein, forgé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, le général Erich von Manstein fut l'un des militaires les plus brillants de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, se distinguant particulièrement par son rôle dans la conquête de la France en 1940 et sur le front de l'Est. Cependant, son parcours commença bien avant, car il participa en tant qu'officier à la Première Guerre mondiale, où il acquit l'expérience tactique qui plus tard ferait de lui un maître de l'art de la guerre. Dès son plus jeune âge, Erich von Manstein fut formé à la discipline militaire et à la foi catholique, recevant son éducation au lycée impérial de Strasbourg, où il étudia de 1894 à 1899. En 1900, il entra au corps des cadets de Plön, se distinguant dans ses études et réussissant les examens qui lui permirent d'entrer en 1906 à l'école militaire de Gross-Lichterfelde. Là, il montra une grande capacité pour la stratégie et la tactique militaire, obtenant des résultats exceptionnels qui facilitèrent sa promotion au rang de lieutenant en 1907 au sein du 3e régiment de la garde impériale prussienne. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en août 1914, von Manstein participa à l'invasion de la Belgique, faisant partie du 2e régiment de réserve de la garde impériale. Il se distingua particulièrement lors de la prise de Namur, une des forteresses clés du front belge. Un mois plus tard, en septembre, il fut envoyé sur le front oriental où il servit sous le commandement de la 8e armée, dirigée par son oncle, le général Paul von Hindenburg. Entre la fin de 1914 et le début de 1915, il combattit lors de la bataille des lacs de Mazuri, progressa sur la Haute-Silésie, pénétra en Pologne et entra finalement triomphalement à Varsovie, des réalisations qui lui valurent une promotion au rang de capitaine. En 1916, von Manstein fut déployé sur le front occidental, participant à la bataille de la Somme. Un an plus tard, en 1917, il combattit lors de la bataille de Riga, en Estonie. Enfin, en 1918, il rejoignit l'état-major de la 213e division d'infanterie, combattant à la bataille de Reims jusqu'à la capitulation de l'Allemagne, marquant ainsi la fin de sa participation à la guerre. Après la Première Guerre mondiale, en 1918, Erich von Manstein fut affecté à la force de défense frontalière de Breslau, une unité chargée de maintenir l'ordre dans les zones de conflit après la reddition allemande. Peu après, il fut sélectionné comme l'un des 4000 officiers autorisés par le traité de Versailles à faire partie de l'armée réduite de la République de Weimar, Reichswehr, qui remplaça les forces de l'ancien empire allemand. Durant cette période, ayant plus de temps libre que d'habitude, il décida de se concentrer sur sa vie personnelle. Dans un tournant inattendu, il rencontra Jutta Sibylle von Loesch, avec qui il se fiança seulement 3 jours après l'avoir rencontrée. De cette union naquirent 3 enfants, Gisela, Géraud et Rüdiger, consolidant ainsi une famille au milieu de l'instabilité politique et militaire de l'après-guerre. Lorsqu'Adolf Hitler arriva au pouvoir en 1933, Erich von Manstein soutint la décision de son oncle Paul von Hindenburg, alors président de la République de Weimar, de nommer Hitler chancelier.
Cependant, après la mort de Hindenburg en 1934, Hitler assuma la présidence et consolida le pouvoir du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP. Dès le début, von Manstein manifesta des réserves sur le nouveau régime, qu'il considérait trop radical et agressif dans sa politique extérieure. Malgré ses divergences avec le leadership nazi, il fut promu général en 1936 et reçut le titre de premier intendant, grâce à ses théories innovantes sur l'utilisation des forces blindées. Il joua également un rôle clé dans la conception du canon automoteur Stug, qui deviendrait par la suite une pièce fondamentale de l'arsenal allemand. Cependant, sa relation avec le régime se tendit davantage en 1938, lorsqu'il critiqua publiquement l'annexion de la Tchécoslovaquie par le Troisième Reich. En conséquence, le haut commandement allemand, OKW, le relégua à un poste moins visible, l'assignant à la 18e division d'infanterie à Liegnitz. Von Manstein, avec son sarcasme caractéristique, qualifia cette affectation d'exil forcé. Cependant, son éloignement des cercles du pouvoir ne dura pas longtemps. En 1939, il fut de nouveau rappelé et affecté à l'état-major du groupe d'armées sud, basé en Silésie, en préparation de l'invasion de la Pologne, marquant ainsi son entrée dans la Seconde Guerre mondiale.